Elle est la seule femme qui a osé là où beaucoup ont hésité. Elle se veut présidente de la République démocratique du Congo. Cela est possible, pourquoi pas. Marie-Josée Ifoku est l'invitée de Télé 50. Bienvenue madame. Bonjour. Alors, beaucoup vous connaissent, beaucoup non. On parle de vous depuis que vous avez postulé comme candidate présidente de la République ici, dans notre pays. Première question, qui est Marie-Josée Ifoku? Si vous devriez vous définir, vous présenter en 2-3 mots, qui vous êtes? Une personne engagée, déterminée, responsable. C'est tout. Vous avez dit bon, ça soit. Elle a fait quoi dans le passé? Ok, d'accord. Je pensais que vous voulez que je dise 3 mots. On ajoute 3 mots encore. Oui. Dans le passé. Ok, j'ai travaillé dans le privé tout au long de ma vie, jusqu'il y a à peu près 3 ans, en 2015, où j'ai décidé d'entrer dans la gestion de la chose publique lorsqu'il y a eu démembrement. Et j'ai trouvé que c'était l'occasion, moi qui ai toujours rêvé d'entrer dans la politique pour apporter ma petite brique à la construction de ce pays. Donc avant, j'ai évolué principalement dans le privé, j'ai eu à faire d'autres métiers, mais principalement dans la vente de l'automobile. J'ai commencé des délégués commerciaux depuis l'extérieur jusqu'à revenir ici au Congo, délégué commercial toujours, et passer par la direction commerciale et jusqu'à devenir directeur général d'une entreprise de la place, une multinationale de la place. Alors pourquoi avoir postulé et au lieu peut-être de commencer par la députation nationale ou provinciale, vous avez choisi la présidence de la République? J'avais posé ma candidature en 2015 lorsqu'il y a eu démembrement comme député provincial pour briguer le gouvernorat. Et malheureusement, les élections n'ont pas eu lieu. C'est l'histoire de notre pays. Et donc, il y a eu des nominations. Et je savais que bon, je n'allais pas être retenue puisque j'étais candidate indépendante. Donc, je suis rentrée, j'ai continué mon travail là où j'étais directeur général. Et quelques temps après, j'apprendrai que la majorité a décidé, enfin le président a décidé de nommer des commissaires spéciaux. Et pour gérer les provinces qui venaient d'être démembrées, les nouvelles provinces. Et parmi ces nouvelles provinces, moi je suis de la Tchouapa, et ils ont fait leurs enquêtes et ils ont trouvé qu'il y avait une dame qui était là. Pourtant, je n'ai jamais habité à la Tchouapa. J'y ai été qu'une seule semaine avant ma nomination, et ils ont vu que mon dossier était bon, mon CV était bon, et c'est comme ça que je serai choisi pour être nommé commissaire spécial adjointe. Et vous avez fait combien de temps à la tête de la Tchouapa? Non, je n'étais pas à la tête de la Tchouapa. J'étais commissaire spécial adjointe. Okay. On était 2 adjoints et un commissaire spécial. Ça a duré 4 mois. Une bonne expérience pour vous? Très, très bonne expérience. Ça a duré, disons, 6 mois quand même, parce qu'il y a eu les élections en février et on est devenu gouverneur en avril. Donc, de commissaire spécial adjointe 6 mois, il y a eu les élections, gagnées. Je suis devenu vice-gouverneur et il y avait un gouverneur. Et 6 mois après, le gouverneur est déchu et c'est là que je prends la tête de la province. Pendant 10 mois à peu près, je gérais cette province-là. Vous avez donc de l'expérience dans la gestion de la chose publique. Ben, c'est la raison pour laquelle, en gérant la province, je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout à l'intérieur du pays. Vous vous êtes dit que vous êtes capable aussi de gérer le pays. Exactement. Voilà pourquoi vous avez postulé. Alors, vous êtes sûr d'être élu ou vous avez peut-être postulé dans un cadre politique pour vendre votre image? Parce qu'il faudrait aussi, puisque l'actualité, c'est entre autres, la présidence se définit par une forte base sur terrain. Vous avez dirigé la Tchouapa, mais est-ce que vous êtes assez connu dans le pays pour pouvoir prétendre devenir présidente de la République? La base se constitue justement, même là en temps de campagne, parce que qui réellement a une véritable base? On ne sait pas. C'est le peuple qui devrait en décider. Et voilà, l'opportunité nous est donnée un peu malgré nous, faite un peu dans le chaos. Les élections actuelles, la manière dont ça se passe, je pense que même en 2006-2011, ça ne s'est pas comme ça. Ça ne s'est pas passé de la sorte. On ne sent pas qu'il y a campagne. Il y a une lourdeur, il y a une main noire qui empêche justement... on ne sent pas la motivation peut-être de chaque candidat à dépenser pour mener une campagne, peut-être ça. Alors moi j'aimerais rester dans mes questions. Lorsque vous avez postulé, quelle a été la réaction de votre famille? Vous êtes marié, vous avez des enfants. Comment a été la réaction de vos proches? Ben, mes proches directs, je vais dire ma petite famille d'abord, elle était au courant. C'est comme ça que je suis parti en politique. Tout le monde sait que c'est pas une expérience facile, surtout chez nous ici particulièrement, je veux dire en Afrique d'abord et puis au Congo particulièrement. Tout le monde sait que ce n'est pas une expérience facile, surtout pour une femme. Mais comprenant mon souci, comprenant
le poids que je porte de ce peuple, même si les gens ne me connaissent pas, mais moi je connais la souffrance du peuple congolais et les miens connaissent aussi cette souffrance-là. Et puis il faut bien que quelqu'un se lève, il faut bien que quelqu'un ose. Donc pour ma famille, c'est une forme de sacrifice, pour moi-même aussi. Ça n'a pas dérangé votre mari? Il a accepté parce qu'il voit que c'est un poids, il voit que ça devient un fardeau pour moi. Je n'arrive pas à vivre sans dire qu'il faut qu'on apporte notre brique à la construction de ce pays. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, à travers vous, on peut dire que la femme congolaise est capable jusqu'au niveau de briguer un grand poste de haute responsabilité? Parce que vous avez osé. Naturellement. Naturellement, elle le fait déjà naturellement. C'est la femme congolaise qui porte le poids de cette société aujourd'hui. Ce lourd fardeau, c'est cette femme-là qui la porte. Toutes ces décisions prises à haut niveau, qui ont subi les conséquences plus que la femme congolaise. Donc je pense que la femme, elle l'est. C'est justement des peurs, des traditions, la culture qui fait qu'elle n'oserait pas le faire. Tout simplement. Mais moi, je pense que naturellement, si le Congolais prenait le temps d'observer un peu ce qui se passe dans le pays et qu'il ne tienne pas compte d'une tradition ou d'une culture ou d'un environnement, il devrait comprendre qui plus qu'une femme devrait conduire ce pays aujourd'hui, à cet instant-ci, à cet instant, à ce temps-là. Je pense que ça devrait être la femme congolaise parce qu'elle a fait ses preuves, malgré qu'il y ait peu de résultats, mais elle porte ce poids-là. Et gérer ce pays, c'est une question de porter un fardeau, de porter un poids. Rien à voir avec un homme et une femme. Chacun peut avoir cette responsabilité. Bien sûr, parce que j'ai dit tout le temps, dans l'homme, c'est l'esprit. Malheureusement, on s'attarde au sexe. Malheureusement, c'est un débat qui revient. Et malgré moi, je me retrouve au centre de ce débat-là. Donc, je n'ai pas le choix que d'en parler aussi. Mais d'abord, la gestion, tu n'as pas besoin d'être un homme ou une femme. C'est d'abord l'esprit qui est en toi, les capacités qui sont en toi, le désir, la responsabilité, l'engagement. Ce sont toutes ces choses-là que la femme a et que l'homme a aussi. Donc, moi, je crois qu'en cette période, ça serait le meilleur choix que le Congolais ferait de choisir une femme. Parce que bien sûr, je vous vois sourire, mais qui pourrait apporter la paix aujourd'hui si ce n'est la femme? Parce que lorsqu'on est à la tête d'un pays, les choix qui sont pris là, je vous ai dit tout à l'heure, c'est la femme qui a subi les conséquences. Aujourd'hui, nos hommes ont perdu leur emploi, les papas sont humiliés, ils restent à la maison. Et c'est les femmes qui travaillent, qui s'activent. Elles font preuve qu'elles sont capables sans avoir étudié. Nous, au moins, on a eu la chance d'aller à l'école, mais beaucoup n'ont même pas étudié. Mais avec peu de moyens, il n'y a pas de différence, c'est qu'elles, elles font et nous. Je leur ai dit ça quand j'étais à la Tchouapa. J'ai dit, mais vous savez, il n'y a pas de différence. Nous, quand on travaille même à l'extérieur, c'était métro, boulot, dodo qu'on disait. On n'a pas le temps de côtoyer les gens, mais on se lève le matin, on s'occupe des enfants. Et parfois, il fallait travailler jusqu'à très tard. Jusqu'à très tard. On n'a plus de vie. Moi, je n'ai plus de vie sociale personnellement. Je n'ai plus de vie sociale, je n'ai plus d'amis que je côtoie parce que je n'ai pas le temps. Il faut travailler. Mais les femmes à l'intérieur, c'est la même chose. Sauf que ce sont les moyens qui sont différents. Mais ce que j'essaie de dire, c'est le même engagement, c'est la même responsabilité. Alors, on va revenir sur vos ambitions. Une fois élue présidente de la République, qu'attendent de vous, Marie-Josée Ifoko? La reconstruction d'un nouveau Congo. La reconstruction d'un nouveau Congo, et c'est vraiment le message que je voudrais qu'il passe. Et ce message-là justifie pourquoi je me trouve au centre. Même si, des fois, je suis conduite à pencher plus vers l'opposition. Pourquoi? Tout simplement parce que je voudrais prendre la place, être la prochaine présidente. Donc, c'est clair que je me retrouve de l'autre côté et donc on peut m'appeler de l'opposition. Donc, étant du centre, justement, une fois arrivé au pouvoir, c'est reconstruire ce pays ensemble. Comment? C'est en coupant avec un système qui a toujours existé depuis que nous sommes nés. Et je voudrais que le Congolais le comprenne. Ce qui se passe aujourd'hui au Congo, je ne cesse de le dire, je ne m'en prends pas à des individus. Mais malheureusement, pour ces individus-là, c'est eux qui représentent le système que je combats aujourd'hui. Mais le système que je combats commence depuis le 1er juillet 1885 jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce n'est pas nécessairement ceux-là qui sont en face de moi. Il y a une époque, je combattais Mobutu alors que j'étais très jeune aussi. J'étais contre tout ce qui se passait à l'époque de Mobutu. Donc, vous voyez, je me retrouve dans l'opposition pour combattre un système qui a été mis en place, pas par nous, mais par ceux-là, des prédateurs qui veulent se servir de notre richesse. Donc, le Congolais c'est une forme d'esclavage qui perdure en fin de compte, où le Congolais est là pour servir et non se servir lui-même. Alors, ce n'est pas normal que nous puissions nous trouver dans un espace où il y a autant de richesses et que manger devient un luxe. Alors donc voilà, en arrivant à la tête du pays, la première grande action, non seulement c'est faire un état des lieux pour pouvoir présenter au peuple congolais la situation dans laquelle je trouve le pays, pour qu'il puisse suivre, enfin que la RTNC puisse servir à quelque chose, puisse servir à informer le peuple congolais de ce qui se passe. Donc voilà, ma première plus grande action, ça serait
faire élire une nouvelle constitution, faire un référendum pour que nous puissions enfin écrire l'histoire de notre pays. Pas selon un individu, pas selon les désirata de maman Marie-Josée, mais par rapport mais plus pour l'intérêt du peuple congolais. Alors, pendant le processus de votre candidature, à un moment, vous avez été invalidé par la CENI, pour des raisons qui ont été évoquées par la CENI. Et après, la Cour constitutionnelle vous a rétabli. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et est-ce qu'à un moment, ça vous a inquiété? Ça m'a beaucoup inquiété parce que les gens me posent souvent la question, mais maman, comment ça se fait qu'avec des très belles idées comme ça, tu t'es pas exprimé avant? J'ai dit, si je m'étais exprimé avant, je pense que la course se serait arrêtée bien avant. Alors, étant un peu stratège, je me suis dit, bon, mieux vaut aller poser ma candidature le dernier jour, comme ça, personne ne m'empêche. Mon dossier était déjà très bien préparé, je l'ai déposé, il a été accepté et j'avais tout le dossier à l'intérieur qui était complet. Mais pour des raisons que j'avais déjà prises à l'avance, on m'avait déjà fait comprendre, sous forme de menace, que nous allons te sortir du jeu. Et j'ai rigolé. Pourquoi? Mais parce que tu as la nationalité canadienne. Ça, c'est ce qu'on vous a raconté. C'est ce qu'on m'a raconté. Et parce que vous avez la nationalité canadienne, j'ai dit, ben, si vous êtes bien informé, vous allez voir que j'ai déjà désisté à cette nationalité, ça fait plus de 6 ans. Et donc, bref, j'ai été sorti du jeu. Donc, c'était une procédure normale pour la CENI qui devrait d'abord se rassurer que vous n'êtes plus canadienne. Et après enquête, vous avez été rétabli. J'avais un certificat de nationalité dans mon dossier signé par le ministre actuel. Ils ont eu 2 semaines pour pouvoir vérifier cette information-là. Ils ont eu 2 semaines pour la vérifier. Je vous dis que la Cour constitutionnelle, quand elle a reçu mon dossier, elle-même, elle était choquée de dire, mais avec tous les dossiers que cette dame a, comment on peut la sortir du jeu? Vous avez été rétabli. Nous sommes en campagne électorale. Oui. Qu'est-ce que vous faites déjà et qu'avez-vous déjà eu à faire? Aujourd'hui, étant dans une situation un peu ambiguë, j'ai dit tout le temps on est dans une situation floue, j'ai dit tout le temps on navigue à vue, mais à 1 mètre il y a le brouillard, on ne voit rien. Ce matin quand je me suis réveillé chez moi de mon balcon, il y avait un grand brouillard, c'était une belle scène, mais je ne voyais rien de ce qui était en face de moi. C'est exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui dans cette grande campagne électorale. Cette élection, ces scrutins qui devraient apporter l'alternance, mais qui malheureusement me semble aller tendre vers un chaos, malheureusement, parce que les choses ne sont pas bien faites. C'est votre analyse? Non, oui, c'est mon analyse, mais c'est l'analyse de tout le monde. Vous êtes tous Congolais, regardez, quelle campagne y a-t-il réellement? Même la députation provinciale, même nationale, les gens ne battent pas vraiment campagne. Oui, mais comment les gens vont battre campagne s'ils n'ont pas les moyens? On ne peut pas postuler si on n'a pas les moyens. On ne peut pas postuler à la présidence de la République, par exemple, si on n'a que 100 000 $, on a peut-être 150 000 en banque, on sort les 100 000 et les 50, avec les 50, on commence à faire les calculs. Ça n'a absolument rien à voir. Je vais vous expliquer quelque chose. La plupart des gens, lorsqu'on bat campagne, c'est vrai que ça demande plusieurs millions de dollars à la tête d'un pays. Et avoir aussi des partenaires pour financer votre campagne. Oui, bien sûr, ça demande beaucoup de... C'est pour ça que je parle de millions de dollars sans citer les partenaires nécessairement. Ça demande beaucoup de millions de dollars. Et c'est ça, nous ne voulons pas recréer ce système que je combats. Nous ne voulons pas aller chercher de l'argent à l'extérieur, à l'étranger, pour que nous continuions à faire perdurer un système que je combats. Donc nous voulons tout simplement que le peuple congolais puisse nous entendre. Il faut que le peuple congolais cesse de comprendre que faire des élections, c'est aller le soudoyer, c'est aller le corrompre. Faire des élections, enfin battre campagne, c'est que le peuple puisse nous entendre et écouter notre position. Et il faut le faire sur terrain. Mais on est en train de le faire. Vous êtes déjà sur terrain. Même si on ne nous voit pas physiquement, ce n'est pas important qu'on voit maman Marie-Josée, c'est qui est important qu'on entende maman Marie-Josée. Et ceux qui n'ont pas de télévision à la maison ou des radios. Mais moi, j'ai vécu à l'intérieur du pays. Je peux vous rassurer que ceux qui vivent à l'intérieur du pays, tous écoutent la radio. Tous. J'ai vécu à l'intérieur du pays. J'étais dans les coins les plus reculés. Tous, ils ont une radio. Et s'ils n'ont pas la radio, ils vont chez le voisin. Peut-être physiquement, votre physique peut séduire ceux qui pensent qu'on vous entend, on dit, ben, est-ce qu'elle dit la vérité? Mais vous voir physiquement peut changer les choses. On fait avec ce qu'on a, n'ayant pas le choix de pouvoir voyager librement dans une sécurité assurée, puisque même en étant ici à Kinshasa, on n'est pas en sécurité. En tout cas, personnellement, je ne me sens pas en sécurité. Ça, c'est vous. Non, je le dis, mais beaucoup d'autres candidats aussi. Votre prochain voyage pour l'intérieur pour battre campagne, c'est quand? Je n'ai pas décidé de partir à l'intérieur pour battre campagne. Je bats campagne à travers la radio, à travers les médias. Je fais passer mon message à travers les médias. Je ne me sens pas en sécurité d'aller à l'intérieur du pays pour l'instant. Est-ce que dans les dernières minutes, parce qu'on est encore en campagne électorale, avant le 23 décembre, ça peut arriver à Marie-Josée Ifokou de se désister pour un autre candidat? Pourquoi pas? Si y a une bonne raison de le faire, on pourrait le faire. Et vous allez désister pour Fayoulou, Félix, Emmanuel Ramazani? Mais il n'y a pas que qui sont comme candidats, il n'y a pas que les deux là. On les cite comme des poids lourds, vous n'allez pas nous dire le contraire. Est-ce que... Mais c'est quoi un poids lourd pour finir? Est-ce que c'est quoi un poids lourd? Est-ce que c'est par rapport à une vision ou
c'est par rapport à une existence tout simplement, ou parce que ces gens-là sont là depuis longtemps, qui deviennent un poids lourd, ou bien un poids lourd que le peuple congolais devrait écouter aussi, c'est que les autres emmènent. Justement, d'après l'opinion publique, ces poids lourds-là sont ceux qui sont écoutés, ceux qui sont forts sur terrain. Vous le savez, qu'il existe des candidats qui ont une grande notoriété sur terrain. Ça, vous le savez. Justement, c'est ce que le peuple congolais me dit aujourd'hui. Mais maman, vous parlez très bien, maman. Mais on aurait voulu vous entendre. Mais c'est aussi un espace où on ne nous a pas permis de pouvoir nous exprimer comme on le voudrait. Vous exprimez sur Télé 50, par exemple. On est en pleine campagne. On est en pleine campagne, donc c'est permis. Alors, vous n'allez pas vous désister pour un autre candidat, mais... Je n'ai pas dit ça non plus. Bon, de ceux qui sont là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut attirer votre... ou à qui vous pouvez faire confiance? Au moment voulu, au moment opportun, je ne manquerai pas de le dire. Au moment voulu et au moment opportun. Pour l'instant, permettez-moi de m'exprimer un peu pour que le peuple congolais comprenne qu'il y a une autre façon de gérer aussi les pays. Le pays, il y a une autre façon de faire les choses. Et c'est cette façon que je présente au peuple congolais qui comprenne justement que nous sommes dans un système qui nous empêche d'être nous-mêmes. Nous sommes dans un système qui nous empêche d'être fiers, d'être dignes. Il faut qu'on quitte ce système-là. C'est ça mon grand discours, c'est grand mon souci. Et si aussi... ceux-là que nous pourrons accompagner saisissent mon message, ça serait bien aussi qu'on puisse aller avec des personnes... On vous sent, vous allez peut-être nous dire le contraire, on vous sent un peu hésitante. Vous avez postulé, vous avez avancé. Est-ce qu'il n'y a pas de regret? Est-ce que vous ne dites pas, ben, j'aurais pas dû postuler, j'aurais dû peut-être dès le départ être derrière un candidat? Non, c'est sûrement mal exprimé. Mon regret est ailleurs. Non, je ne regrette pas. Je ne regrette pas du tout et je vais continuer mon combat. Quand on commence un combat... Si vous me connaissez, je suis une jusqu'au boutiste, je suis une personne qui est déterminée. Dans mon combat, je le continuerai et ça peut être sous plusieurs formes. Non, c'est pas ça, je ne suis pas hésitante, je suis très déçue, trop déçue. Parce que en me levant, je me disais, il y a quand même un minimum dans une façon de faire les choses ou de gérer les choses. Mais ce que je vois là dépasse mon intelligence. Ce que je vis présentement, je vous ai dit tout à l'heure, c'est juste pour donner un petit droit aux candidats qui sont là, juste pour pouvoir les protéger un peu lorsqu'ils se déplacent, on n'est pas capable de le faire. Alors, imaginez un peu le reste. C'est tout ça qui me déçoit. J'ai dit, mais jusqu'où on va aller à bafouiller les textes légaux, alors que pour être un État, pour diriger un État, nous devons tenir compte de textes légaux. C'est là que je fais la différence entre la gestion du privé. Dans le privé, ce sont des process, ce sont des procédures, mais dans la gestion de la chose de l'État, ce sont les décisions, ce sont les textes légaux, ce sont nos lois sur lesquelles nous devons nous baser pour gérer le pays. Et je me rends compte qu'on n'en est pas là. Alors c'est tout ça qui me désole un peu. Alors, on est en campagne électorale, c'est votre dernier message pour votre passage dans cet entretien, un message à la population, cette population-là qui est censée vous choisir comme celle qui va changer les choses. Vous, en tant que femme qui a osé, parce que c'est comme ça qu'on a choisi de vous appeler, parce que il fallait avoir du courage pour postuler, un message à l'endroit de la population. Je m'adresse d'abord à la maman, à la femme, qui est la première raison pour laquelle je me suis levée. J'ai eu le courage de me lever à cause des atrocités que les femmes vivent à l'Est. Et que je me pose la question de savoir si tout le monde voit ça, si tout le monde entend ces cris de cœur. Je m'adresse à cette femme-là pour laquelle je me suis levée et je m'adresse à toutes les femmes en général, les femmes au Kassai aussi qui ont subi des atrocités. Je m'adresse à toutes ces femmes-là qui ont été rejetées de l'Angola, qui se retrouvent là perdues et qui ne savent à quel sens se vouer. Je m'adresse d'abord à cette femme-là et je voudrais qu'elle comprenne l'opportunité, qu'elle imagine un peu une femme à la tête du pays. Quel serait son soulagement? Parce que cette femme-là vient justement lui enlever ce fardeau qu'elle a dans le dos et lui redonner sa dignité. Je m'adresse à cette jeunesse qui a été éduquée par cette mère et qui connaît très bien les souffrances de cette mère, les sacrifices de cette maman pour qu'il arrive à terminer ses études, pour arriver à devenir le journaliste que vous êtes aujourd'hui. Donc je m'adresse à elle qui est plus de 65% ou 62% de notre population, que cette jeunesse puisse comprendre que qui plus qu'une mère peut gérer le Congo aujourd'hui. Et en plus, donc, à la fin, je m'adresse à ce papa qui a connu tant d'humiliation au point où il a perdu toute dignité à la maison puisqu'il n'a plus d'emploi. Et je crois que le moment est venu pour que le peuple congolais comprenne, non seulement la nature me donne cette opportunité, la main divine, en me retrouvant comme la seule candidate aux élections présidentielles. Pas seulement parce que,
les compétences sont là, mais en plus, je me retrouve la seule femme. Je voudrais que le peuple congolais ne rate pas cette opportunité. Nous sommes fatigués de voir cette bagarre de muscles entre les hommes, qu'on puisse donner cette fois-ci l'occasion à une femme, l'occasion à une mère de pouvoir porter ce pays, ne fût-ce qu'un seul mandat, pour voir que c'est possible en une année, en 2 ans, que nous puissions manger à notre faim. Candidate présidente de la République numéro 2, Marie-Josée Ifokou, merci de votre passage dans les studios de Télé 50. Merci à vous aussi. S'ils oublient le numéro, ben, je suis la seule femme. Ok, il n'y a pas de souci. Marie-Josée Ifokou, numéro 2, candidate présidente de la République. Merci encore une fois. Merci à vous aussi. Merci également à vous pour l'attention soutenue. Vous avez certainement aimé nos questions. Si d'autres questions n'ont pas été posées, c'est parce qu'on a voulu orienter l'émission assez détendue et donner la parole à cette femme, la seule qui a osé de postuler à la présidence de la République pour nous dire ce qu'elle pense du pays, sa vision également, et aussi ce que la famille a pensé lorsqu'elle a eu à postuler, et surtout connaître qui elle est, ce qu'elle a fait dans le passé. Merci encore une fois à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur nos antennes.